En mars 2023, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique a promis de régler la soif de millions de personnes en seulement 3 mois, au Burkina Faso, où des villages entiers dépendaient encore d'eau sale et lointaine. L'annonce de 600 villages raccordés à une eau propre en 90 du jour a déclenché un mélange brutal d'espoir et de scepticisme. Que révèle vraiment ce pari chiffré d'Ibrahim Traoré sur la manière dont un État ruiné peut retourner la table sans attendre l'aide conditionnelle des grandes puissances? Une brèche inattendue semblait enfin s'ouvrir. L'annonce fulgurante d'un accès à l'eau propre pour 600 villages en 90 jours n'était pas seulement une promesse publique, c'était une mise en jeu politique calibrée. Derrière cette déclaration chiffrée se trouvait un objectif clair: offrir un bénéfice tangible et immédiat à des communautés habituées à des décennies d'attente et d'abandon. Ce bénéfice, une réduction drastique du temps passé à chercher de l'eau insalubre, redéfinissait les priorités nationales en 10 à 12 mots simples. Mais cet engagement portait aussi un risque considérable. Échouer signifierait rejoindre la longue liste des dirigeants accusés d'avoir vendu des illusions, tandis que réussir imposerait un nouveau standard pour les États privés de ressources et soumis aux pressions extérieures. Ce contraste créait un micro-hook naturel. Si la géographie hostile, les infrastructures limitées et les doutes internationaux rendaient l'objectif presque impossible, pourquoi l'État avançait-il avec une assurance si inhabituelle? À ce stade, la question n'était plus de savoir s'il fallait croire à la promesse, mais de comprendre ce qu'elle révélait sur une stratégie encore invisible. 2 semaines après l'annonce des 90 jours, un premier indice chiffré a fissuré le scepticisme ambiant. Des images satellites commerciales détectèrent une activité inhabituelle sur les routes rurales. En parallèle, plusieurs observateurs confirmèrent que des convois d'équipements lourds quittaient Ouagadougou à un rythme que l'on ne voyait d'ordinaire que dans des projets miniers d'envergure. Ce moment charnière changeait la dynamique. L'engagement n'était plus une simple promesse politique, mais une opération visible, traçable, presque industrielle. Pour Ibrahim Traoré, cela renforçait une intuition centrale du projet. La vitesse n'était pas un slogan, c'était un choix stratégique pour devancer les critiques et imposer un nouveau cadre d'exécution. Pour comprendre la portée de cette rupture, il faut revenir au contexte structurel. Le Burkina Faso affronte depuis des décennies un double piège géographique: des zones arides, marquées par des sécheresses quasi permanentes, et des villages dépendant d'eau de surface, contaminés. Les femmes et les enfants parcouraient souvent plusieurs heures quotidiennement pour atteindre des puits peu profonds, vulnérables aux saisons et aux maladies. Quand le nouveau pouvoir a pris les rênes en 2022, le pays sortait de cycles politiques instables, d'une dépendance prolongée aux bailleurs extérieurs et d'un déficit chronique d'infrastructures de base. Pourtant, c'est précisément dans ce contexte contraint que la promesse des 600 villages a émergé. Un détail crucial, ignoré par de nombreux analystes au départ, concernait la nature même du projet. Il ne s'agissait pas de creuser quelques puits, mais de déployer des systèmes complets: forages profonds, pompes solaires, réservoirs, points d'accès communautaires et outils numériques de maintenance. Cette ambition technique radicalisait le défi. Ainsi, l'apparition rapide des convois ne révélait pas seulement un effort logistique, elle signalait qu'un plan financier, industriel et opérationnel avait été monté en amont avec une précision inhabituelle pour un État sous ressources. Ce glissement, du doute à la matérialité, ouvrait la voie à la question suivante: qui fournissait ces moyens et pourquoi maintenant? Le véritable changement de perspective est venu d'une série de témoignages locaux qui ont servi de guide pour comprendre l'ampleur technique du projet. L'un d'eux provenait d'un ingénieur turc aperçu par hasard dans un café de Ouagadougou, qui évoquait des partenariats non traditionnels et des fournisseurs inhabituels pour un État africain. Sans entrer dans les détails, il laissait entendre que l'opération reposait sur une architecture discrète déjà en mouvement. Ce fragment d'entretien, devenu viral en quelques heures, a révélé qu'il existait un écosystème plus large derrière les convois observés sur les routes rurales. Un deuxième cas, rapporté par des habitants d'une localité isolée, illustre la bascule concrète. Selon eux, une équipe technique serait arrivée sans préavis, aurait installé son campement, puis lancé un forage profond dans les 24 heures. Le contraste était saisissant. Des villages qui attendaient
depuis des décennies, voyait apparaître des équipements lourds, des pompes solaires, des réservoirs et des points de distribution en moins d'une semaine. La méthode déployée, forage, installation, formation, transition, fonctionnait comme une chaîne opérationnelle intégrée, conçue pour minimiser les retards et éliminer les temps morts. Ce rythme inhabituel produisait des effets immédiats. Les premiers retours faisaient état d'un changement presque physique dans les villages concernés. Moins de déplacements exténuants, davantage d'heures disponibles pour des activités productives, une réduction visible des risques sanitaires liés à l'eau contaminée. L'efficacité logistique servait ainsi de prisme pour comprendre la transformation en cours. Et c'est précisément cette efficacité précoce qui pose la question essentielle. Comment un pays à ressources limitées parvient-il à déployer une telle mécanique opérationnelle ? Le déclenchement s'est produit dès l'instant où l'annonce publique des 90 jours a circulé dans les médias internationaux. Les réactions furent immédiates, scepticisme d'un côté, calcul technique de l'autre, et un climat d'incrédulité presque unanime. Pourtant, dans les zones rurales, quelque chose commençait déjà à bouger. Des habitants de plusieurs villages signalèrent qu'ils voyaient surgir sur les pistes des véhicules lourds qui ne ressemblaient ni aux convois humanitaires, ni aux flottes habituelles des ONG. L'effet de surprise fut total, car aucune communication officielle n'avait encore expliqué la logistique derrière la promesse. Puis le rythme s'est accéléré. Les premières unités de forage profond furent déployées dans des localités où l'on n'avait jamais vu d'équipement de cette envergure. Les équipes travaillaient en cycle serré, installation du campement, repérage géologique, forage au-delà de la centaine de mètres, installation de la pompe solaire, mise en place du réservoir, câblage des points d'eau, formation express du comité local. Chaque étape semblait optimisée pour éviter les temps morts. Ce modèle d'exécution proche d'une chaîne industrielle transformait des semaines de travail en opérations de quelques jours. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'un projet d'infrastructure sociale se déployait avec une cadence comparable à celle d'un chantier minier. Au fur et à mesure que le calendrier avançait, le projet atteignit son point culminant. À 60 jours, les images montrèrent des villages entiers découvrant l'eau propre directement au robinet communautaire. Les scènes filmées lors de la visite à Kaya marquèrent un tournant. Enfants buvant à la source, femmes abandonnant enfin les marches épuisantes de 5 km, anciens reconnaissant que cette fois, le changement semblait réel. Le moment décisif survint lorsque les ingénieurs présentèrent les données du système. 320 villages connectés, suivis en temps réel de la qualité de l'eau, statut des pompes solaires, volume consommé, prévision de maintenance. Ce n'était plus une campagne politique, mais une infrastructure pilotée comme une entreprise moderne. Ibrahim Traoré choisit alors de s'exposer publiquement, non pour défendre la promesse, mais pour montrer la matérialité du processus. Les répercussions immédiates dans l'opinion furent fortes. Les critiques internationales, souvent rapides à dénoncer les projets trop ambitieux, se retrouvèrent face à une réalité documentée. Des organisations humanitaires commencèrent à admettre que le déploiement défiait les modèles habituels, trop lents et trop dépendants des financements externes. Des articles préliminaires analysèrent la cadence inhabituelle, notant que la combinaison forage profond plus pompe solaire plus gestion numérique créait un cadre difficile à contester. Malgré cela, un mystère persistait. Comment un État sous-financé parvenait-il à couvrir les coûts massifs d'une telle expansion ? La phase de résonance s'ouvrit lorsque l'existence de partenariats non traditionnels fut évoquée. Les théories se multiplièrent. Investisseurs privés du Golfe, entreprises asiatiques cherchant des projets pilotes, réseaux russes ou chinois profitant des tensions géopolitiques du Sahel. Les spéculations reflétaient un besoin croissant de comprendre l'ingénierie financière derrière la vitesse du déploiement. En parallèle, les premières corrections techniques, pompes défectueuses, panneaux endommagés, formation incomplète, furent gérées sans moins de 48 heures, confirmant que le modèle incluait un volet de maintenance active. Cette combinaison d'efficacité et de réactivité nourrissait un nouveau questionnement. Si le projet fonctionnait si bien, qu'est-ce qui en assurait réellement la stabilité à long terme ? Les premiers chiffres fiables sont apparus au moment où les équipes de terrain commencèrent à compiler les résultats des installations achevées.
Le suivi numérique, mis en place dans des centaines de villages, offrait un tableau d'ensemble inédit. Le premier indicateur clé concernait la qualité de l'eau, contrôlée en laboratoire et comparée aux standards nationaux. Les analyses rapportaient un taux de conformité supérieur à 95%. Ce pourcentage attestait que les forages profonds atteignaient effectivement des nappes stables et protégées. L'ampleur de cette conformité, dans un pays marqué par la rareté hydrique, révélait que les méthodes de forage et de scellement des puits avaient été rigoureusement calibrées. Elle indiquait aussi que les systèmes solaires et les réservoirs pressurisés maintenaient un flux constant sans risque de contamination. Le deuxième indicateur majeur mesurait le volume d'eau distribué quotidiennement dans l'ensemble des villages déjà raccordés. Les relevés convergèrent vers une moyenne de 12 000 litres par site et par jour, une quantité suffisante pour couvrir les besoins prioritaires de plusieurs centaines de personnes. Ce volume reflétait non seulement le bon fonctionnement des pompes, mais aussi l'adoption rapide des infrastructures par les communautés. La valeur, vue dans un pays où la marche quotidienne pour l'eau faisait perdre des heures, montrait une amélioration directe de la disponibilité hydrique. Dans de nombreux villages, la consommation dépassait même les estimations initiales, signe que les familles intégraient rapidement de nouvelles routines, comme l'irrigation légère des jardins domestiques. Ce changement suggérait une dynamique économique indirecte, bien que difficile à quantifier dans l'immédiat. Le troisième indicateur structurant provenait de l'interface numérique des comités locaux. Le système enregistrait un taux de disponibilité opérationnelle des pompes solaires supérieur à 92%, un niveau rare dans des zones où les équipements mécaniques se détériorent vite. Ce taux démontrait que la maintenance préventive fonctionnait réellement. La donnée soulignait également la présence régulière des équipes techniques chargées de résoudre les anomalies dans des délais courts. Le pourcentage, obtenu malgré des routes dégradées, montrait que l'ingénierie logistique avait anticipé les pannes fréquentes et les conditions rurales difficiles. La résultante était simple, le risque d'interruption prolongée, souvent fatale aux projets d'eau africains, restait limité. Ces trois mesures, bien que partielles, formaient une base robuste pour évaluer le modèle en construction. L'association entre eau conforme, volumes élevés et disponibilité technique faisait émerger un schéma cohérent. Ce schéma confirmait que le projet ne reposait pas uniquement sur la vitesse d'exécution, mais sur une architecture complète intégrant équipement, énergie, stockage et gestion numérique. Les chiffres devenaient ainsi un miroir opérationnel, permettant d'observer la mécanique réelle du programme sans passer par les discours officiels. Il servait aussi de repère pour identifier les tensions futures, notamment la capacité de l'entreprise publique à maintenir ces niveaux lorsque les installations atteindraient les 600 villages prévus. Cette interrogation s'imposait naturellement dans le débat, car les systèmes d'eau ruraux s'effondrent souvent, non à cause du lancement initial, mais faute de gestion durable. Les données préliminaires donnaient une impression de solidité, mais la question de la reproductibilité à long terme restait entière. Les défenseurs du projet avancent un premier argument solide. La rapidité d'exécution observée sur le terrain prouve que l'opération repose sur une ingénierie logistique sans précédent dans les infrastructures sociales du pays. Les cycles de forage profond, d'installation solaire et de formation locale menés en quelques jours montrent qu'un modèle quasi-industriel peut fonctionner même dans des zones où les projets traditionnels échouent souvent. Selon eux, cette cadence n'est pas un artifice de communication, mais la conséquence directe d'un plan préparé en amont, validé par les convois repérés dès les 2 premières semaines. Ils affirment que cette rigueur opérationnelle constitue la meilleure garantie de durabilité dans un environnement marqué par les défaillances chroniques de l'activité publique. Les critiques, de leur côté, développent une ligne d'attaque différente. Ils soutiennent que la vitesse apparente pourrait masquer des fragilités structurelles, notamment l'absence d'une vision claire du financement initial. Pour eux, l'arrivée d'équipements lourds provenant de plusieurs pays sans communication préalable nourrit le soupçon d'accords opaques susceptibles d'alourdir la charge financière future. Les observateurs sceptiques rappellent que de nombreux projets africains ont fonctionné au début avant de s'effondrer, faute de maintenance financée correctement. Ils craignent que le modèle, malgré sa performance immédiate, dépende d'hypothèses économiques trop optimistes dans un pays sous pression budgétaire constante. La réponse fondée sur les données contenues dans les documents disponibles apporte un éclairage plus nuancé.
Les premiers indices indiquent que l'efficacité observée sur le terrain repose sur une architecture technique intégrée, forage profond, pompe solaire, réservoirs pressurisés et maintenance numérique. Cette cohérence limite les risques de défaillance rapide qui minent d'ordinaire les projets ruraux. Les informations recueillies auprès des villages équipés montrent que les pannes initiales ont été corrigées en moins de 48 heures, suggérant que la maintenance a été anticipée. De plus, la présence vérifiable de partenaires non traditionnels, révélée par l'entretien fortuit avec l'ingénieur turc, confirme que la structure du projet n'a rien d'improvisé. Ces éléments offrent une base factuelle pour comprendre que l'équilibre entre vitesse technique et coordination constitue le cœur de la robustesse annoncée. Une bascule devenait visible. L'arrivée d'informations plus précises sur l'architecture du projet a exposé un pivot stratégique qui avait échappé à de nombreux observateurs. Le dispositif ne reposait pas sur un simple déploiement technique, mais sur un enchaînement conçu pour absorber les fragilités structurelles du pays. Les témoignages venus des premières localités équipées montraient que les modules, forage profond, pompes solaires, réservoirs élevés, points d'eau, interface numérique, fonctionnaient comme un ensemble cohérent plutôt qu'une juxtaposition d'outils indépendants. Ce type d'intégration, rarement observé dans un contexte rural fragmenté, rendait la vitesse d'exécution moins surprenante qu'elle ne paraissait au départ. L'autre élément révélateur tenait à la façon dont les équipes techniques se déplaçaient. Elles intervenaient en cycle bref, passaient d'un site à l'autre sans laisser de rupture logistique et adaptaient leurs opérations selon la configuration du terrain. Ce fonctionnement évoquait un modèle d'investissement appliqué à une infrastructure sociale, un modèle où chaque étape devait justifier la suivante. Pour Ibrahim Traoré, cette intégration opérationnelle représentait le cœur silencieux du pari lancé dès le premier jour. Elle expliquait pourquoi certains villages voyaient émerger des systèmes complets en moins d'une semaine et pourquoi les premières corrections techniques étaient traitées aussi vite. À partir de ce point d'équilibre, la lecture du projet se transforma en profondeur. Les retombées concrètes du projet ont émergé progressivement dans les villages déjà raccordés, révélant un changement structurel que peu avaient anticipé. Les données issues des premiers mois ont permis de dresser une image fiable de cette transformation. El Morsil m'ont montré que les bénéfices n'étaient pas uniquement sanitaires, mais touchaient plusieurs couches de la vie sociale et économique. Pour comprendre l'ampleur de ces effets, il faut analyser l'impact sur 4 groupes distincts. Tout d'abord, les populations vulnérables ont été les premières Wajimani à ressentir la différence. Les femmes et les enfants furent les premiers à ressentir la différence. La disparition des longues marches quotidiennes vers des sources insalubres libéra plusieurs heures par jour, modifiant profondément la répartition du temps familial. Les risques sanitaires liés à l'eau contaminée diminuèrent de manière visible, soutenus par un accès constant à une eau testée et conforme. Le fait que les systèmes solaires maintenaient un flux stable renforçait cette impression de continuité. Pour de nombreux villages, cette constance représentait la première expérience durable d'un service public fiable. Ensuite, les dynamiques économiques locales ont été profondément modifiées. L'arrivée d'une eau propre accessible au centre des communautés provoqua un effet immédiat sur les activités courantes. De petites exploitations agricoles commencèrent à émerger autour des concessions familiales, profitant de la disponibilité d'un volume stable. Les familles utilisèrent une partie de l'eau pour irriguer des potagers, créant une microéconomie domestique jusque-là impossible. Les heures récupérées par les femmes furent réinvesties dans des travaux rémunérés ou dans la vente de produits alimentaires. Ce mouvement, bien que modeste, indiquait que le projet générait un début de croissance locale autonome. La présence de réservoirs pressurisés permettait en outre une planification plus régulière, ce qui consolidait ces nouvelles activités. Par ailleurs, les dynamiques sociales et éducatives ont évolué de manière notable. L'un des effets les plus marquants fut observé dans la disponibilité accrue des enfants pour l'école. La suppression des corvées d'eau quotidiennes modifia le taux de fréquentation, particulièrement pour les filles, souvent responsables de ces tâches. De nombreuses familles rapportèrent que les enfants arrivaient en classe moins fatigués, ce qui améliorait leur participation. Les enseignants remarquèrent une présence plus régulière dans les semaines suivant l'installation des systèmes.
Ce changement témoignait d'un lien direct entre infrastructure hydrique et progression éducative, même en l'absence d'un programme scolaire spécifique. Enfin, les équilibres géographiques et régionaux ont été durablement affectés. Les villages les plus reculés profitèrent de la même cadence d'exécution que les zones plus accessibles. L'égalité de traitement entre régions surprit les observateurs habitués aux projets concentrés autour des axes principaux. Les installations rapides dans des zones difficiles d'accès réduisirent la fracture entre centre et périphérie. Ce processus renforça l'idée que l'investissement dans les infrastructures sociales pouvait stabiliser des régions souvent marginalisées. Pour certains habitants, cette présence régulière d'équipes techniques devint un symbole de réintégration territoriale. Ibrahim Traoré tirait de cette perception un capital politique inattendu. L'ensemble de ces effets construisait un tableau où logistique, technologie et organisation formaient un levier unique de transformation. Dans un scénario de base, dans une trajectoire centrale à 6 ou 12 mois, le programme d'eau resterait porté par l'inertie positive des premières installations déjà opérationnelles. Les équipes techniques continueraient à se déplacer par vagues, en recyclant les mêmes protocoles de forage profond, de pompage solaire et de maintenance numérique. Les villages dotés de systèmes complets préserveraient un niveau de service stable, avec des interruptions limitées et rapidement corrigées. Les comités locaux gagneraient en confiance, apprenant à utiliser les tablettes, à signaler les anomalies et à organiser les contributions symboliques destinées à couvrir les frais courants. Cette progression ne serait pas spectaculaire, mais suffirait à ancrer l'idée qu'un service public fiable peut exister jusque dans les zones rurales les plus isolées. Dans un scénario optimiste, dans l'hypothèse haute, les premiers résultats convaincants attireraient davantage de moyens logistiques et humains vers le projet sans modifier sa nature. Les entreprises partenaires renforceraient leurs équipes sur le terrain, accélérant la livraison de pièces et la rotation des groupes de forage. Les villages déjà raccordés deviendraient des pôles d'apprentissage, partageant leurs pratiques avec de nouvelles communautés par l'intermédiaire de comités mixtes. Les outils numériques seraient intégrés plus profondément dans la gestion quotidienne, rendant la détection des pannes quasi immédiate. Ce scénario verrait se consolider un réseau d'eau rurale capable de résister aux difficultés saisonnières et aux tensions budgétaires habituelles. Dans un scénario pessimiste, dans la variante basse, une combinaison de pannes répétées, de retards d'approvisionnement et de tensions financières mettrait progressivement le système sous pression. Certains villages subiraient des coupures prolongées, ravivant la mémoire des anciennes promesses non tenues. Les comités locaux, découragés, utiliseraient moins les outils de suivi, ce qui ralentirait encore la remontée des informations vers les équipes techniques. Les partenaires extérieurs deviendraient plus prudents, réduisant leur exposition et allongeant les délais de réparation. Une telle dérive n'effacerait pas les infrastructures déjà posées, mais pourrait fragiliser la confiance collective qui constitue une part essentielle du modèle. En guise de recommandation de réflexion, face à ces trois trajectoires possibles, la question centrale pour les observateurs comme pour les habitants consiste à suivre de près la manière dont la maintenance, la transparence des contrats et l'implication des communautés resteront alignées. Adopter une grille de lecture conditionnelle, si la réactivité et la clarté se maintiennent, alors la promesse initiale garde son sens, permet de ne pas céder ni à l'enthousiasme naïf, ni au cynisme automatique. Les transformations observées dans les villages déjà raccordés ne concernent pas uniquement les habitants du Burkina Faso. Elles résonnent aussi auprès de tous ceux qui s'interrogent sur la manière dont des infrastructures essentielles peuvent changer une trajectoire collective. Comprendre ces effets permet de saisir pourquoi ce type de modèle interpelle trois catégories d'audiences différentes, chacune y trouvant un écho particulier. Pour celles et ceux qui sont particulièrement sensibles aux enjeux sociaux, la vision de famille récupérant plusieurs heures chaque jour grâce à la disparition des longues marches pour l'eau offre un rappel concret de la façon dont une infrastructure basique peut modifier une vie. Les scènes d'enfants buvant directement à un robinet installé au centre du village marquent par leur simplicité. Les témoignages venant des communautés montrent des routines quotidiennes profondément transformées. Ces changements créent une perspective où le développement social cesse d'être une abstraction. Ils invitent les spectateurs à repenser ce que signifie un progrès réel dans des zones longtemps oubliées.
Pour celles et ceux qui s'intéressent surtout à l'économie et à la gouvernance, l'émergence d'activités agricoles domestiques, rendues possibles par la disponibilité d'une eau propre, stimule une réflexion sur la capacité des infrastructures à générer des économies locales. Les ajustements rapides opérés par les équipes techniques démontrent qu'un système public peut suivre un rythme soutenu lorsqu'il repose sur des outils numériques adaptés. Ce type de performance nourrit un débat nuancé sur la gestion des services essentiels. Il met en lumière les liens entre efficacité opérationnelle et stabilité communautaire. Pour celles et ceux qui recherchent une compréhension géopolitique plus large, la rapidité avec laquelle des zones reculées ont bénéficié du même traitement que les localités centrales questionne les modèles traditionnels de développement dans les pays du Sahel. Les infrastructures installées sans hiérarchie territoriale évidente renforcent un sentiment d'intégration régionale. Les spectateurs y voient un exemple concret de rééquilibrage. Ils découvrent comment une approche logistique cohérente peut réduire les fractures géographiques persistantes. La consolidation du modèle nécessite une feuille de route structurée, capable de préserver l'élan acquis pendant les premiers mois. Les étapes proposées s'appuient sur les mécanismes déjà observés sur le terrain sans ajouter de dimension extérieure au projet initial. Elles décrivent un chemin opérationnel où chaque acteur, du comité villageois aux équipes techniques, contribue à la stabilité du système. Pour Ibrahim Traoré, cette précision procédurale représente la condition incontournable pour maintenir la confiance et prolonger l'efficacité du dispositif. La première étape consiste à renforcer la maintenance locale. Les comités villageois doivent être formés à diagnostiquer rapidement les anomalies simples. Les outils numériques permettent déjà de transmettre les alertes en temps réel. Les sessions de formation doivent être répétées régulièrement afin de garantir la continuité des compétences. L'efficacité de cette étape se mesure par la réduction du délai entre la détection d'un problème et son signalement. La deuxième étape vise à stabiliser les équipes techniques itinérantes. Les groupes chargés des réparations doivent conserver des cycles courts entre les villages en intégrant des itinéraires optimisés. Les stocks de pièces essentielles doivent être répartis stratégiquement pour éviter les retards prolongés. Les performances peuvent être suivies à travers le taux de disponibilité des pompes. Ce suivi permet de confirmer que la maintenance préventive reste efficace. La troisième étape cherche à protéger la continuité énergétique. Les panneaux solaires doivent être entretenus régulièrement afin d'éviter la perte d'efficacité liée à la poussière et aux intempéries. Les villages peuvent être équipés de kits simples pour nettoyer les surfaces de manière autonome. Les techniciens effectuent un contrôle plus poussé lors de leur passage. Le taux de production énergétique devient un indicateur fiable de la santé du système. La quatrième étape a pour objectif de structurer la transparence opérationnelle. Les rapports publics doivent rester accessibles et actualisés à intervalles réguliers. Les contrats, données de performance et cartes des installations renforcent la crédibilité du modèle. La clarté contribue à maintenir l'adhésion communautaire. Les habitants mesurent ainsi la valeur réelle des infrastructures dont ils dépendent. Le souvenir du premier campement technique aperçu dans un village reculé, avec ses machines encore silencieuses au lever du jour, reste l'une des images les plus fortes de cette transformation. Cette scène, presque ordinaire au départ, symbolisait pourtant un basculement, celui où une infrastructure longtemps considérée comme impossible devenait soudain tangible, visible, prête à modifier la vie quotidienne des habitants. Le témoignage involontaire de l'ingénieur turc, quelques semaines plus tôt, prenait alors un sens nouveau, comme si ce fragment de conversation annonçait discrètement l'ampleur réelle du projet. Les villages, habitués à des années d'attente, voyaient dans ces installations rapides une forme inattendue de continuité et de respect, ancrée dans le fonctionnement même des équipes de terrain. Pour Ibrahim Traoré, cette matérialité, le bruit du forage profond, l'eau claire surgissant enfin, les réservoirs dominant les cases, devenaient le rappel que la promesse initiale ne relevait plus du discours, mais d'une exécution méthodique, capable de redessiner l'horizon. Ce crochet entre un détail presque banal et une évolution majeure montre que certains changements prennent racine dans des gestes simples qui finissent par toucher des milliers de vies. Les images des villages découvrant l'eau propre pour la première fois montrent qu'un changement profond peut naître d'un assemblage précis de décisions techniques, d'organisation collective et de continuité logistique.
Elles rappellent aussi que la transformation ne dépend pas seulement des grandes annonces, mais de la capacité d'un pays à maintenir, corriger et adapter ses propres outils. Les spectateurs qui suivent cette histoire voient comment une infrastructure apparemment simple peut devenir un levier de stabilité, d'espoir et de dignité dans des régions longtemps laissées en marge. Comprendre ce modèle, c'est déjà participer à une réflexion plus large sur le rôle des services essentiels dans la cohésion d'un territoire. Si cette exploration soulève chez vous des questions sur la manière dont un tel système pourrait évoluer, être protégé ou inspirer d'autres régions, vous pouvez partager vos points de vue. Ils permettent d'élargir la discussion et d'alimenter les échanges autour des modèles capables de transformer la vie quotidienne. Quelle part de ce type d'initiative vous paraît la plus déterminante pour l'avenir des communautés rurales, Mal?